Bon, fait que bonjour tout le monde. On est à la 5e réunion de cuisine des États généraux à la Bonne Franquette. On a des participants aujourd'hui encore une fois. Celle du 6 août a été annulée parce que tout le monde est en vacances. Pas mal, tout le monde est en vacances, fait que c'est normal. Fait que c'est cela. Aujourd'hui, on va toucher, je vais le mettre à ma belle façon, partager. On va partager l'écran. Partager. Et voilà. Fait que c'est les deux derniers termes qui nous manquaient à faire. C'est l'évolution des relations intersyndicales et les syndicats et les groupes historiquement discriminés. Donc, l'évolution des relations intersyndicales au Québec, le syndicalisme se distingue par une grande diversité d'organisations aux structures et cultures variées. Malgré leurs différences, elles partagent des valeurs et des intérêts communs, bien que leur stratégie et la manière de concevoir ces intérêts divergent parfois. En plus de participer à des coalitions et de mener à l'occasion des négociations conjointes, les syndicats ont montré à plusieurs reprises leur capacité à faire preuve d'une grande unité et de solidarité. Comprendre leurs relations est essentiel à leur évolution. Donc, on va commencer avec celle-là, si vous voulez. Je vais aller avec les questions. Je vais aller avec les questions qui vont avec. Donc, je vais vous les poser, puis on peut partir le bal. Là. La personne qui va vouloir partir le bal le fera. Donc, la première question, on parle pour l'évolution des relations intersyndicales. C'est le pluralisme syndical est-il une force ou une faiblesse? Pour répondre pourquoi, selon l'Office québécois de la langue française, le pluralisme syndical renvoie à une situation existant lorsque dans un même pays, dans une même région, dans une même industrie ou un même établissement, deux ou plusieurs syndicats groupent des travailleurs qui pourraient tout aussi bien faire partie de l'un ou l'autre syndicat. Je vais vous lire toutes les questions, puis après ça, on peut se pitcher. Quelqu'un veut se lancer. Il y a une autre question, c'est les relations intersyndicales se sont-ils améliorées ou détériorées depuis les dernières années? Diriez-vous que les syndicats québécois forment un mouvement uni ou bien représentent-ils un ensemble d'organismes aux intérêts variés? Et pourquoi? Que pensez-vous des alliances entre syndicats? Dans quels cas sont-elles pertinentes ou non? Des exemples. Et quel constat tirez-vous sur le maraudage? Est-ce un irritant majeur? Est-il en hausse ou en baisse? Donc, voilà les questions. Si vous voulez, je peux y revenir là, si vous voulez. Mais voilà les questions qu'on se pose pour ce thème. Qui veut commencer? Fait que j'ai Renaud, puis après ça, j'ai David. Ben, sur la question du maraudage, je pense que c'est une bonne question qui est avec un gros problème. On n'aime pas ça, le maraudage. On trouve que c'est un gros manque. On fait juste se battre entre nous en place de s'en aller vers des travailleurs qui ne sont pas syndiqués. Mais il y a un truc qui est quand même intéressant aussi, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu as un mauvais syndicat? Le maraudage, parfois, c'est nécessaire aussi. Fait qu'on est dans un drôle d'affaire où est-ce que le maraudage, parfois, j'ai l'impression, oui, c'est de l'hostie de marde, mais c'est le meilleur. Je vois pas vraiment d'alternative à tout ça, en fait. Mais à part le fait que les syndicats, on devrait, du moins, je pense, aller plus vers les travailleurs qui sont difficilement syndicables, à part cette volonté-là, j'ai l'impression que le maraudage, je ne peux pas vraiment l'enlever. Ça répond à un besoin de démocratie à l'intérieur des syndicats. J'ai David. Oui, tu peux répéter la première question, Eric? Excuse-moi. Oui, je vais te répéter ça. Le pluralisme syndical est-il une force ou une faiblesse? Pourquoi? Selon l'Office québécois de la langue française, le pluralisme syndical renvoie à une situation existante lorsque, dans un même pays, dans une même région, dans une même industrie ou un même établissement, deux ou plusieurs syndicats groupent des travailleurs qui pourraient tout aussi bien faire partie de l'un ou l'autre syndicat.
continue. Moi, je suis pas sur la construction, là, fait que ça s'applique pas à moi pantoute. C'est sûr que, tu sais, puis là, je vais parler un peu au travers de mon chapeau, là, mais sa construction, moi, je trouve ça étonnamment compliqué, là. Des structures, tel corps de métier. Parce que vous êtes plusieurs syndicats sur le même lieu de travail. Hein. C'est vraiment... c'est correct, là. Chacun son local, puis je pense que ça apporte une fierté, mettons, là. Tu sais, je vois les gars avec leur chandail de local. Ah, ben, ouais. C'est pour ça que je dis que je parle au travers de mon chapeau. Non. Tu as absolument raison, parce que les structures syndicaux, ça dépend quel syndicat tu fais partie. Tu peux avoir un syndicat comme la FTQ Construction, qui est divisé, c'est tous des syndicats affiliés à la FTQ Construction. Donc, c'est tout par corps de métier. Tu as le neuf qui est les menuisiers, tu as la FIPO qui est les électriciens, etc. Tu as l'AMI qui est les manœuvres et les occupations. C'est ça. Tu as la SQC, que eux, c'est tous les métiers mélangés ensemble. Fait que ton exécutif, tu peux avoir un gars des électriciens, tu peux avoir deux opérateurs, tu peux. Puis après ça, tu as la CSN, je crois qu'il est divisé par métier dans leur structure, mais ça reste quand même un syndicat ensemble. Fait que l'exécutif est composé, je crois qu'ils ont des VP de génie civil, VP industriel lourd, whatever. Là, j'ai pas la structure en tête. Là. Après ça, tu as la CSD, je crois que c'est la même chose que la CSN. Puis vous avez l'international, que eux, c'est comme la FTQ Construction. Fait que c'est par métier, ils ont des sections locales par métier. Moi, les affaires intersyndicales, mettons la question sur l'intersyndicale, où est-ce que ça peut fonctionner. En dedans de la FTQ Construction, je vous donne un exemple. On a besoin d'un représentant, mettons, à l'AMI, puis le 791, qui est les opérateurs de machines, eux aussi ont besoin d'un représentant, mais souvent, on va voir ces deux syndicats-là s'allier ensemble, puis payer le salaire du représentant ensemble. Fait qu'ils vont avoir un représentant qui va représenter le corps de métier d'opérateur et les occupations qui font partie de l'AMI. Puis, ils vont travailler ça ensemble. Puis, le gars, il va représenter les deux. Il va faire la job pour les deux syndicats. Ce qui est bien en soi, il y a des débats là-dessus à l'interne, même, je veux dire, c'est une coopération entre des syndicats pour la représentativité sur le terrain. Parce que souvent, dans une région, il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de manœuvres, il n'y a pas assez d'opérateurs, mais tellement ensemble, ça pourrait donner assez de monde pour qu'il y ait un représentant syndical présent sur le terrain. Fait que c'est le même, c'est des stratégies qui se font entre eux. Mais ça, c'est à l'interne de la FTQ Construction. Là, quand tu arrives sur le chantier, mais comme tu dis, moi, j'ai déjà travaillé à une compagnie d'excavation. Puis on avait, à part, je pense qu'on avait les 4 des 5 syndicats de la construction dans la même équipe. Moi, je vous dirais, sur le terrain, il n'y a pas vraiment une grosse différence. Les gars travaillent ensemble, ils rigolent ensemble. C'est quand ça vient un maraudage, là, c'est comme, OK, ça dépend de la personne. Es-tu hyper loyal à son syndicat qui va commencer à prêcher pour sa paroisse? Ou les gars vont juste discuter de la chose, puis chacun va de son bord, puis choisit son syndicat, etc. Moi, dans mon équipe, c'était ça, là. Mais je veux dire, ça dépend des équipes. Il y a des équipes, ça se déchire. J'ai déjà vu des équipes de travail que c'est, mettons, majoritairement, là, je ne dis pas que c'était le cas, mais majoritairement FTQ Construction, puis il y a un gars de la SQC, mais le gars, il se fait écœurer en maudit. Ou vice-versa. Tous des gars de la SQC, un gars de la FTQ Construction, puis lui, il se fait écœurer. Tu sais, ça peut arriver aussi. Fait que sur les chantiers de construction, ça peut être problématique des fois. Mais je vous dirais, en général, de moi, ce que j'ai vu, là, je parle pour moi. Ça, Steve, peut-être, toi, tu n'as vu plus, là, parce que tu as 100 ans dans la construction. Moi, je vous dirais, j'ai pas vu d'animosité entre les gens. Les gars, ils travaillent ensemble, ça devient des copains, ça devient des... Tu sais, on rigole, puis on travaille, là. Tu sais, c'est pas un enjeu majeur sur le terrain. Puis oui, bon, mais non, je vais laisser quelqu'un d'autre parler si quelqu'un veut parler. Ah oui, c'est ça.
Oui, Denis. Oui. Moi, je trouve. Jusqu'à ce que tu donnes la définition de l'Office de la langue française, j'étais comme plus pour je dirais, le pluralisme, question de diversité des tactiques, puis tout ça. Mais là aussi, c'est qu'en tant que membre de l'IWW, ça bug un peu de voir comment est-ce que le pluralisme peut se pratiquer sur le terrain. Je sais qu'en France, c'est comme ça, mais quand il y a un syndicat qui rentre en grève, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Les autres syndicats, les autres travailleurs de syndicats prennent leur place. C'est comme, je trouve ça comme contre-productif à ce moment-là. Parce que ça fait quasiment comme des scabs à ce moment-là. Fait que c'est sûr que c'est sûr qu'en tant que membre du WW, nous, c'est ce qu'on privilégie, c'est vraiment le secteur au complet. Puis quand on parle de secteur au complet, ben, c'est aussi le monde de bureau aussi. C'est toute la chose qui est pour justement avoir un rapport de force vis-à-vis le patron, les patrons, tout ça. Puis c'est sûr, comme Renaud disait, l'aspect aussi du maraudage. Puis il peut avoir ça de bon aussi pour, si tu vois que ton syndicat, c'est de la merde, euh, de pouvoir changer aussi. J'ai Steve. Oui, bon. Écoute, j'en aurais très, très long à dire là-dessus, mais bon, je vais essayer d'y aller court. Oui, effectivement, notre charmant gouvernement, vous savez comment il fonctionne, hein? Diviser pour mieux régner, c'est pas compliqué, là. On est 5 syndicats dans la construction, puis ça fait bien son affaire, justement. Jamais il va vouloir qu'on soit un syndicat pour qu'on tombe justement majoritairement plus fort. Puis malheureusement, oui, en général, ça va bien sur les chantiers. Mais je vais vous donner un exemple dans mon rôle que moi, je suis un représentant santé-sécurité. Des fois, ça peut créer certaines tensions. Un travailleur va me dire ouais, mais t'es un gars de la FTQ, j'ai pas affaire à toi. Ouais, mais là, attention, en santé-sécurité, c'est une autre branche. Nous, ce qui a été entendu, c'est qu'il n'y a pas de relation de travail, il n'y a pas d'accréditation syndicale. Dans le fond, c'est que moi, je représente tous les travailleurs sur le chantier, que tu sois SQC, Inter, etc. Mais il y a certains travailleurs qui ont de la misère avec ça, le comprendre. Puis, tu sais, les vieux de la vieille qui ont leur syndicat tatoué sur le cœur, ben, t'arrives pour les voir, puis des fois, tu tombes en confrontation juste parce que tu es un gars de la FTQ. Fait que oui, des fois, ça crée certaines tensions. Mais en général, je pense que quand tu es une bonne personne qui est capable d'avoir une bonne relation puis de communiquer, c'est secondaire. On passe ça en deuxième. On est capable d'être des êtres humains, s'entendre, puis avoir du fun, puis travailler, passer des belles journées quand même ensemble. Mais oui, quand des négos vont arriver, quand les maraudages vont arriver, là, des fois, oui, il va y avoir des petites tensions, des petites obstinations. Surtout, le problème, c'est quand un représentant syndical se présente pour venir parler aux travailleurs, pour venir parler aux boys, ben là, c'est un gars de la FTQ qui rentre dans la roulotte, puis t'en as, mettons, 10 de la FTQ, t'en as 5 de la SQC, ben là, il y a un malaise qui se crée, malheureusement, parce que là, le gars de la SQC, j'ai pas d'affaire à lui, moi, c'est pas mon syndicat, je veux rien savoir de lui, mais moi, je sors pas de la roulotte, je suis dans ma roulotte, j'ai le droit de manger ici comme tout le monde. Fait que malheureusement, ça met une certaine tension. Puis le gouvernement, ben lui, écoute, ça fait son affaire. Là. C'est plus facile pour lui d'essayer de justement nous diviser. Hein. C'est son rôle à lui, justement, pour mettre, pour mettre le trouble. Puis dans les conventions, par exemple, comme là, la dernière convention, ça a super bien été. Les syndicats, on s'est regroupés, oui. Mais tu le vois sur le terrain, là, quand il y a une marche entre les syndicats, des fois, il y a une petite compétition. Puis moi, ça fait des années que je le dis, malheureusement. Tant que les syndicats ne sont pas capables de se parler puis de faire des petites chicanes internes, on va toujours rester un petit peu avec certains problèmes sur le terrain. Là. Mais Steve, oui. Avant d'aller à Régent, j'ai une question pour toi. Mettons pour les négos de la construction, est-ce que ça aurait été mieux au lieu d'afficher nos couleurs FTQ, SQC, CSN, etc., l'alliance syndicale aurait dû se donner rien qu'une couleur, comme la fonction publique a fait. Je crois que c'était le vert, là. Tout le monde avait un chandail avec un symbole vert pour la fonction publique, etc. Comme ça unifiait tous les syndicats derrière la même bannière.
Ben oui, je pense que oui, ça aurait pu se faire. Ça aurait pu se faire. Mais tu sais, encore là, juste les 4 secteurs, nous autres, on est 4 secteurs. La résidentielle, vous avez tous vu que ça a été plus long. Moi, je donne mon opinion. Il y en a que ça ne fait pas leur affaire, même dans mes dirigeants. Mais tu sais, il y a des lois, puis ça, c'est le gouvernement qui crée ça. Encore une fois, pour diviser, pour mieux contrôler la game. Parce que le style résidentiel, là, je m'excuse, mais si les 3 secteurs là, auraient dit, nous, on va signer quand les 4 secteurs vont être réglés, ça n'aurait pas traîné de même, ça n'aurait pas niaisé de même, puis ces gars-là auraient eu une augmentation qui se serait rapproché de la note. Là. Mais là, non, tu ne peux pas dire, moi, je ne signe pas, parce qu'à cause des lois, on ne peut pas, parce que là, on tombe en conflit, on ne peut pas empêcher un autre secteur de fonctionner. Mais c'est la stratégie que l'Alliance syndicale avait prise, c'est de régler les 3 autres secteurs, puis après ça, mais, il restait le résidentiel, bon, on va faire le résidentiel. Moi, mon avis personnel, puis moi, je l'ai dit, j'ai pas la langue dans ma poche, il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui n'aiment pas ça, puis moi, je leur ai dit à la FTQ, j'ai dit, malheureusement, on aurait dû être les 4 secteurs, puis signer quand les 4 secteurs s'entendent. Mais ça revient à ce que je te dis. Le gouvernement, il y a des lois, puis là, c'est pas mieux si on se ramasse avec des amendes, etc. T'sais. Mais moi, c'est mon avis personnel que les 4 secteurs aient dû s'entendre avant qu'on signe. Ouais. Mais là, il y a de la bureaucratie en arrière de ça, il y a la politique en arrière de ça, etc. Fait que là, tu sais, moi, dans le domaine, tu sais, je suis pas assez calé pour te donner tous les points dans ça, parce que ça fait 4-5 ans que je m'implique syndicalement, là, tu sais. Mais comme membre, c'est comme ça que tu le vois, là. Ben, comme membre, oui, je le vois comme ça. Puis, oui, c'est ça. En gros, parce que là, sinon, si je continue, on va passer à soirée là-dessus. Fait que, on va faire ça court, mais oui, malheureusement, là, ça serait. Moi, je pense que quand tu as un syndicat ou 2 gros maximum, tu sais, comme qu'il y a déjà eu dans nous autres, avant ça, on était conjointement avec l'Inter. Mais là, encore là, il y a eu des petites chicanes internes qui ont fait que l'Inter s'est séparé de l'FTQ. Mais quand on était conjointement avec l'Inter, on était beaucoup plus fort pour négocier, justement, là. Fait que oui, moi, je pense que plus que tu es syndicat, plus c'est nuisible pour les conventions, pour les travailleurs, etc. Là. OK. J'ai Régent, puis après ça, j'ai David. Ben, moi, en fait, c'était pour parler de la SQDC où on a 2 syndicats différents. Je pense qu'Éric, peux-tu nous en parler un peu? Tu es en contact avec. Tu as vu, toi, les campagnes de syndicalisation, puis tu as vu un peu la suite. Peux-tu nous faire un petit topo de. Mais la SQDC, ça a commencé qu'il y avait la CSN sous le joug du SEMB SAQ, qui était le syndicat des employés de magasins de bureau de la SAQ, qui est affilié à la CSN, qui avait pris la balle au bon pour faire les représentations à l'Assemblée nationale, etc., pour faire en sorte que la SQDC devienne une société d'État, puis après ça, que ça soit syndicable. Fait que le SEMB s'avait préparé pour faire une campagne de syndicalisation avec la CSN dans le domaine de la SQDC, dans la compagnie de la SQDC, le monopole d'État. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les TUAC, parce que les formations se faisaient dans les épiceries, donc les TUAC sont arrivés, les TUAC qui sont affiliés à FTQ sont arrivés, ils ont rentré dans la salle. Bon, on est votre syndicat, ils ont fait signer des cartes, puis les TUAC étaient embarqués dans la course pour syndiquer les places. Par après, il y a eu le SCFP, qui est le syndicat canadien de la fonction publique, qui est affilié à FTQ, qui a embarqué dans la campagne. Les TUAC, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que les TUAC ont délaissé la succursale qui avait syndiqué sur Saint-Hubert à Montréal. Puis les SCFP l'ont récupéré. Puis là, c'était une campagne entre la CSN et le SCFP. Puis c'est ça qui s'est passé. Fait que là, vous avez 2 syndicats, en plus d'avoir des succursales qui ne sont pas encore syndiquées, ou s'ils ne sont pas encore ouvertes, qui vont ouvrir, qui sont pas. Comme tu n'es pas syndiqué automatique quand tu rentres à la SQDC. Il faut qu'il y ait une campagne de syndicalisation pour chaque succursale. Parce que ça a été des tribunaux, je crois, du TAT, le tribunal du commissaire du travail, etc. Puis, en tout cas, il y a une chicane de la CSN, de la CFP. De ce que je comprends, peut-être que j'ai tort, là, mais c'est, je crois, une position de le SEMB et la CSN a fait en sorte qu'au lieu de syndiquer
il y aurait un syndicat pour toute la boîte, mais là, c'est par succursale. Fait que ça pourrait arriver que là, je pense que, mettons, le CSN vont négocier pour toutes leurs succursales, le CFP va négocier pour toutes leurs succursales, mais ça pourrait arriver, peut-être, ça serait possible qu'une succursale négocie la convention collective, une autre succursale, ça aurait été le chaos. Mais les centrales ont comme pris contrôle de ça, mais il y a comme encore la grosse chicane entre ces deux centrales-là sur la syndicalisation à la SQDC. Ça répond-tu à ta question? Yes. David. Oui, donc, l'évolution des relations intersyndicales, j'ai trouvé un exemple là, dans la région de Québec où est-ce qu'il y aurait pu, en fait, avoir des relations intersyndicales entre les TUAC, qui représentent les bibliothécaires de la Ville de Québec, et les Cols Bleus, qui avaient où leur convention collective arrivait à échéance là, à quelques mois de différence. Les Cols Bleus étaient syndiqués quoi? Les Cols Bleus, c'est SCFP. SCFP. OK. Ouais. Fait que c'est deux syndicats qui sont dans la FTQ. Exact. Puis moi, ce que tu sais, moi, je l'ai dit aux bibliothécaires quand ils sont revenus de leur grève, là, j'ai dit, je ne sais pas si vous avez pensé à ça, tu sais. Vous auriez dû aller voir les Cols Bleus puis tendre la main. Là, parce que vous avez le même employeur, tu sais. Même affaire, tu sais, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait deux syndicats différents pour quelqu'un qui a le même employeur, tu sais, mettons comme tu donnais la SQDC. Par contre, ce qui serait important de faire dans les relations intersyndicales, c'est de faire front commun puis de dire on va avoir la même échéance de convention collective. Ouais. Parce que, tu sais, si, mettons, il y a une succursale de la SQDC qui finit en 2026, puis après ça, la CSN a fini en 2027, mais là, tu n'es pas capable de faire front commun. Lui, il va régler une petite succursale là, puis là, une autre petite succursale. Si tu es capable de faire front commun, puis il faut que les gens ils se parlent. Là. Sérieusement, à la Ville de Québec, là, ça n'a pas passé fort à la bibliothèque. Puis, je connais beaucoup de gens qui travaillent comme Cols Bleus à la Ville. Là. Ils sont pas super heureux de leur convention collective non plus. Ils auraient tout mis ça dans le même panier, là, puis ton rapport de force, c'est meilleur. Ouais. Surtout pour les bibliothécaires, parce que les autres, leur service est comme non essentiel. Ouais. Je veux pas. Fait que, voilà. Mais avant d'aller à Renault, la SAQ, c'est ça le problème aussi. C'est que tu as trois syndicats à SAQ. Tu as le syndicat SEMB et SAQ. Ça, c'est les syndicats des employés magasins de bureau de la SAQ. Tu as celle du SRP qui est tout ce qui est entrepôt. Et tu as un autre syndicat, un syndicat des professionnels de la SAQ. Fait que c'est encore des bureaux, mais les postes professionnels. Puis c'est ça, c'est trois syndicats. Puis la SAQ s'arrangeait tout le temps de signer un, après ça, puis signer l'autre. Puis personne ne tombait jamais en même temps. Puis juste quand ça arrivait en même temps, mais entre syndicats, ça se crossait pour signer avant ou mettre une pression. En tout cas, fait que, il n'y a jamais vraiment eu de grosse collaboration. Je pense qu'il y en a une plus entre le syndicat des professionnels et le CMB-SAQ parce que les deux sont à CSN maintenant. Fait que, tu sais, là, il y a comme une collaboration, mais c'est les chicanes d'un bureau pour les mêmes jobs. Fait que, tu sais, les tâches, etc., il y a des grosses chicanes. Fait que c'est ça que ça cause aussi, puis l'employeur alimente ça, là. Tu sais, c'est oui. C'est débile, là. Renaud. Oui, ben, je voulais parler du fait qu'il faut avoir une collaboration dans le même établissement. Je sais qu'il y a effectivement des établissements, exemple comme Énergir, où est-ce que les employés de bureau sont avec le SEPB, les personnes qui s'occupent justement plus sur le terrain sont avec la CSN, puis ils ne s'entendent pas du tout. Là. Ils ne s'entendent pas du tout. C'est extrêmement difficile. Il n'y a aucune collaboration. Mais ce qui est dommage à dire, c'est que je connais quelqu'un qui travaille chez les employés de soutien du Cégep Saint-Laurent. Tous les syndicats en place sont CSN. C'est extrêmement dur, la collaboration, pareil. Ah, ouais. Fait que c'est ça qui est spécial, je pense que les gens ne se sentent pas équipés pour parler aux autres. Il y a quelque chose à faire, mais c'est pas parce que, oui, il y a des tensions personnelles, du moins peut-être politiques à cause des centrales, mais très souvent, je pense que c'est des tensions personnelles, historiques, qui se font dans les différents milieux de travail. Je ne suis pas sûr que ce soit CSN ou FTQ, ça empire sûrement le problème.
Mais même dans un même établissement CSN, il peut y avoir des problèmes personnels, puis des dynamiques personnelles, puis des trucs de chef, puis des choses comme ça, où est-ce que le monde s'attaque pareil. Ouais. Fait que c'est pas... je pense qu'il faut juste réaliser que les syndicats, souvent, c'est des réseaux de relations. Puis on met un peu une petite bannière dessus, puis là, on dit, ce monde-là, ils sont CSN. Mais c'est des chums, c'est des amis, puis souvent, ils n'aiment pas les autres gangs. Ouais. Fait que, parfois, il faut juste réaliser que c'est ça. Mais il faut Puis- parfois, je pense, qu'au niveau de la centrale, que le monde mette le pied à terre et dise ça n'a pas de bon sens, là, on va améliorer les gens à travailler ensemble. Mais juste pour alimenter Renaud, excuse Steve, je vais venir à toi. À CSN, le problème probablement d'un cégep, c'est parce que ça fait partie de différentes fédérations aussi. Tu sais, tu as les fédérations, tu as la fédération des profs, probablement, tu as la fédération de l'éducation, je pense, ou whatever, tu as la fédération des professionnels, tu as la fédération des. Tu sais, c'est entre fédérations, ça se chamaille aussi. Tu as la FESP, je pense, les employés des services publics. Fait que, puis tu as la F3S qui domine beaucoup à CSN. Là. Fait que, tu sais, c'est toujours le chamaillement entre entre les fédérations aussi. Puis tu l'as aussi à FTQ, entre les centrales, entre les. Tu sais, c'est quand même assez ardu. Tu sais, on le vit, nous autres, à FTQ Construction aussi, tu sais, entre les métiers, tu sais, pour les tâches. Tu sais, moi, je suis le syndicat des manœuvres, l'ami. Puis des fois, il faut se battre avec, mettons, les menuisiers ou d'autres corps de métier pour faire respecter, nous autres, nos tâches. Tu sais, parce que leur apprenti, les autres, ils fêtent pour que leur apprenti fasse nos tâches. Puis nous, on fête pour avoir les tâches des apprentis. Tu sais, c'est comme ça, ça cause des frictions. Steve. Là, Eric vient d'amener un très bon point, justement. Justement, entre les locales, il y a une compétition. Je vais donner un bon exemple, justement, à mon chantier en ce moment. J'ai des manœuvres qui peuvent faire l'installation de tuyauterie, d'égouts, etc. Tu as des pipefitters qui font la même affaire. Là, actuellement, ce qu'ils font en ce moment, souvent, les manœuvres le font dans le génie civil. Mais là, c'est un chantier pétrolier, c'est les pipefitters qui le font. Fait que là, qu'est-ce qui arrive en ce moment? Là, il y a une petite obstination. Puis même des fois, on m'implique dans le rôle, même en santé et sécurité, parce que là, ouais, mais c'est pas de même que ça qu'on fait ça, c'est dangereux. Là, non, écoute, là, regarde. Fait que, tu sais, Eric, l'exemple que tu viens de donner, c'est la réalité un peu. Puis ce que David disait tantôt aussi, tu sais, la nature humaine, c'est le power, hein, le pouvoir. On veut toujours finir premier, on veut toujours être les meilleurs. Au niveau syndical, c'est malheureux, mais c'est la même affaire. Fait que quand tu as deux syndicats dans la même boîte, que ce soit le gouvernement ou l'employeur ou privé, lui, ce qu'il va faire dans sa négo, il va toujours aller vers. Ou ce qu'il va. Tu sais, comme un enfant. Ah, papa veut pas, je vais aller voir maman. Ouais. Tu sais, un peu le même principe. Fait que là, c'est difficile d'aller chercher une meilleure. Tu sais, la convention, ça, je suis pas inquiète. Ils vont aller la chercher sur 4 ans, les deux syndicats. Mais c'est quand tu veux avoir des clauses particulières, mettons, des meilleurs salaires, le transport, tu sais, des choses comme ça. Là, l'employeur va aller vers le syndicat qui va en accepter le moins. Là, l'autre, il va avoir de la misère à vouloir faire. Parce que, tu sais, c'est. Fait que moi, je pense, idéalement, c'est un syndicat dans une boîte pour enlever ces problématiques-là. Là. Puis c'est ça, comme Eric a dit, au niveau de la FTQ, entre les locales, il y a une compétition. Fait que déjà, tu es dans le même syndicat, mais juste parce que tu n'es pas le même métier, il y a des compétitions qui se créent sur les chantiers. Puis là, je parle de chantier, mais les garages d'autobus, ça doit être la même affaire là, entre les mécaniciens puis je m'y connais moins, là, mais entre chaque métier, ça doit être le même principe. Là. Fait que, moi, je pense qu'un syndicat qui serait pour toute la boîte au complet, je pense que c'est ça qui serait l'idéal. Tu as un meilleur rapport de force. Là. Fait que c'est tout. J'ai levé la main. Je vais parler de maraudage. Pour moi, le maraudage, honnêtement, là, j'ai bien de la misère avec ça. Surtout quand ça vient à une négociation, ce que ça touche plusieurs syndicats. On le voit dans le Front commun, je pense que il y a toujours une étape de maraudage avant quand la convention collective commence, etc. Là, on a vu le Front commun, je pense qu'il avait laissé tomber le maraudage, je ne suis pas sûr,
Peut-être que je suis dans le tort. Non, nous autres, il y a eu un maraudage quand même l'année passée. Je te parle pour le front commun. OK, excuse. Okay. Ouais, le front commun, il me semble qu'il avait délaissé ou il y avait eu une entente qu'on ne se maraude pas, etc. Parce que le gouvernement, lui, il met la loi. T'as le droit, vous avez le droit, mettons, dans la fonction publique ou dans la santé. Vous avez le droit de vous marauder 3 mois après la convention syndicale, whatever, je dis un chiffre de même. Là. Puis là, ça part. Là, c'est l'animosité entre les syndicats, ça se bat, tout plein de tactiques pour aller chercher les syndicats des autres, sans qu'un syndicat décide de partir de sa centrale. Vous comprenez? Puis là, c'est à cause que tu retardes ta négo dû à ça. Fait que dans des situations même, j'aime ça voir quand des syndicats de différentes centrales décident fuck it, on se maraude pas, on se touche pas, on se concentre sur la négo, on fait front commun. Ça, c'est le fun. Puis ça, j'aimerais ça voir ça dans la construction. Parce que la loi dit le maraudage, parce que ce qui est particulier dans la construction, c'est que c'est obligatoire le maraudage parce que les travailleurs, on doit, 1 fois aux 4 ans, choisir quel syndicat qu'ils veulent. Fait que le maraudage est comme imposé. Le membre peut être pendant 4 ans, être FT Construction, l'autre 4 ans, il va être SQC, après ça, l'autre 4 ans, il va être CSN. Il peut décider quand il veut, dans ce 4 ans-là, quand c'est le moment, il peut décider quel syndicat qu'il choisit. Puis là, les syndicats font le terrain pour essayer de garder ceux qui ont, puis d'essayer d'aller chercher les autres. Mais c'est comme un maraudage imposé par la loi. Puis ça, honnêtement, dans la construction, quand il y a eu cette négo-là qui a passé dernièrement, ça aurait été cool que les centrales se mettent ensemble et se disent, gars, le go nous rentre dedans, ils essaient de passer des lois, enlever la grève, on se fait attaquer comme syndicalisme, mais fuck it, pas de maraudage, celle-là, les membres, vous restez avec vos syndicats que vous avez actuellement, puis on va de l'avant dans notre négo. C'est un vieux pieux, peut-être c'est impossible dans la construction, mais ça aurait été cool qu'ils essayent au moins pour essayer d'éviter un effritement juste avant la négociation. Là, Steve a levé la main, j'ai hâte d'entendre. Mais c'est ça, ben, on le voit, mettons, dans la fonction publique. On le voit, peut-être c'est plus facile dans la fonction publique, mais ce que je veux en venir, c'est que aussi ce que ça fait, les relations intersyndicales, on reprend la SQDC comme exemple. La CSN, via le SEMB-SAQ, est en calice après le SCFP d'avoir été chercher des succursales de la SQDC parce que, je me rappelle, la direction à l'époque disait ça nous appartient à nous autres, c'est nous autres qui avons tout fait le combat que ça soit légalisé puis que ça devienne une société d'État. Là, les syndicats devraient venir à nous autres. Puis ça, c'est. Le monde peut dire non, on n'a jamais dit ça. Ils l'ont dit, je faisais partie de l'exécutif. Fait que c'est comme un moment où il y a une négociation, puis la CSN signe un contrat qu'ils jugent qui était bon, mais rapidement, pour pousser l'autre syndicat qui est en grève, les mettre dans la marde. Parce que là, tu signes un contrat pour mettre l'autre dans l'embarras pour que lui, son conflit dure. Puis le conflit a duré 18 mois, je crois. Mais Calis, le CFP, le syndicat de la SQDC, il y avait David Clément là, qui a participé à une de nos réunions de cuisine. Quel combat qu'ils ont fait pendant 18 mois, puis ils ont été chercher plus de ce que la CSN avait été chercher avec un syndicalisme de combat. Mais, à l'inverse, ça aurait pu les mettre dans la marde. Parce que là, la SQC avait tout le jeu, vous êtes les seuls succursales, puis il n'y avait pas beaucoup de succursales à l'époque. Fait que ça aurait pu mettre ces gens-là, des travailleurs, en conflit pendant 18 mois dans la marde, parce qu'une autre centrale a décidé, on va signer rapidement, puis c'est ça qui est le tordu quand les syndicats ne s'entendent pas dans une même boîte. Parce que ça fait en sorte que, tu sais, je m'en rappelle à SAQ, nous autres, il y a eu une secousse en 2004. On s'en va en égo, puis on est proche avec les entrepôts que nos conventions finissent quasiment ensemble. On dit aux entrepôts, attendez avant de négocier ou de signer, on s'en vient, puis on va faire front commun, on va pouvoir faire de quoi.
Le président de ce syndicat-là, qui est SCFP, commence à nous dire oui. Puis, à la dernière minute, il fait une crosse puis il signe avant nous autres. Puis là, tu es là, ailleurs, ici. Là, ça crée une animosité entre les entrepôts et les succursales. Fait que c'est des travailleurs un contre l'autre. Lui, le patron, il s'en calisse. Nous autres, ça nous a coûté une grève de 3 mois pour aller chercher une convention collective. Tant que les entrepôts, ils n'ont même pas fait de moyenne de pression, ils ont signé, puis ça s'est fait de même. Puis l'employeur a évité une alliance entre deux gros syndicats de la boîte. Parce qu'imaginez les succursales et les entrepôts qui se mettent ensemble, font des moyens de pression, tombent en grève en même temps, la SAQ ne peut plus opérer. C'est fini. Fait que, il y a ça qui est de valeur, que je trouve de valeur, des opportunités manquées par une question d'ego, une question de moi, je pisse plus loin que toi, ou on va essayer de le mettre dans la marde, pas comme ça, on va bien paraître après, puis leurs membres vont vouloir venir à nous. On va pouvoir aller les marauder après. C'est tordu comme stratégie des fois. C'est ça qui est de valeur. David. Dans cette recherche de solutions, j'ai pris des notes. Là, j'en viens à la conclusion qu'il faut changer les mœurs intersyndicales par l'instruction. Fait que je vais revenir encore avec l'éducation populaire, là. Les bourses de travail. Bon. Mais il faut inculquer une idéologie d'entraide. Puis ça, on pourrait même inviter les dirigeants de centrales dans des bourses de travail où est-ce qu'ils pourraient prendre des cours d'éducation populaire. Ça serait bon pour eux autres aussi, vu que là, c'est un peu eux autres qui font la bisbille. Ouais, c'est ça. Mais là, tout ça pour dire qu'il faut un changement de mœurs aussi chez les membres pour encourager l'entraide puis la promouvoir. Tu sais. On est dans le même panier. Puis même aller jusqu'à dire moi, je suis mécanicien, tout est sa construction. Moi, je tombe en moyen de pression. Ben, mon moyen de pression, ce ne sera pas de mettre des stickers ou ça va être d'aller vous voir sur votre chantier. Puis vous autres, vous êtes en grève. Nous autres, on va aller passer notre journée là. Puis, et vice-versa. Fait que moi, c'est ce que je vois à ça. Puis, tu sais, la manière de le faire, tu sais, si on veut que tout le monde, mettons, qu'il n'y ait pas de crossoyage, que tout le monde s'astine, on peut faire un fonds commun intercentral. On va y aller avec les centrales. Là. C'est que tu prends la masse ouvrière de toutes les centrales, tu leur dis, que ça va être 15 cents. Ouais. Mais tu sais, mettons qu'on est 200 000. 15 cents à 200 000, ça te fait un fonds pas pire pour aller dire, OK, nous autres, on est en moyen de pression, on prend tant dans le fond, on s'en va aider les gars de la CSN, l'autre bord, qui n'ont rien à voir avec nous autres, mais on mène le même combat. C'est nos conditions salariales et autres, là, nos conditions de vie au travail. Fait qu'à partir de ce moment-là, moi, je pense que ça serait viable. Là. Mais c'est ça. Nice. Voilà. J'ai Steve, après ça, j'ai Denis. Ben là, c'est ça. David vient d'amener un excellent point. Là. Écoute, l'entraide, entraider, on l'a vu, nous autres, dans notre grève dans le résidentiel, malheureusement, il y a des gars qui allaient travailler quand même. Fait que ça commence là. Ça commence là. Ouais, parce que t'as pas de loi handicap. Non, c'est ça. Fait que les gars vont travailler, puis là, t'as d'autres gars qui se battent pour ces gars-là. Fait que là, ça fait comme... Il y en a bien qui disent, OK, mais moi, pourquoi j'irais me battre par exemple que les autres travaillent, puis ils vont profiter. Puis moi, je me suis battu, mais les autres n'ont pas participé. Fait que, tu sais, oui, ça serait de l'éducation, de l'instruction, le pourquoi qu'on fait des combats, puis le pourquoi qu'on va aller chercher des meilleures conditions. Puis, pour revenir vite à Éric, le maraudage, OK, mais qu'est-ce qui me garantit que les 5 accréditations syndicales vont tenir le bout jusqu'à la toute fin? Regarde juste le résidentiel. Ils ont accepté, là, mais ils ont flanché finalement. Puis en plus, là-dedans, il n'y a aucune clause particulière qui a été négociée. Tu sais, les résidentiels, ils n'ont rien eu pour le kilométrage au prix que le gaz est rendu de nos jours et tout. Fait que, tu sais, on est-tu garanti que les 5 centrales syndicales vont se tenir à 100% pour aller chercher vraiment à 100% la convention qu'on veut? Est-ce que les travailleurs aussi vont être là avec un fonds de grève, comme David disait? C'est pas, nous autres, on est 5 centrales, c'est pas toutes les centrales qui ont un fonds de grève. Fait que, tu sais, je pense que ça ferait partie des améliorations parce que l'idée est bonne, mais il faut s'assurer que la machine en arrière, elle fonctionne.
faut que les 5 se tiennent, il faut que les 5 aillent chercher ce qu'on veut, mais il faut que les travailleurs soient en arrière, il ne faut pas que ça rentre travailler. Parce que si tout le monde ne rentre pas travailler et tout le monde est en arrière, je te garantis que ça va bouger et l'employeur va vouloir s'entendre encore plus vite. Là. Mais quand il voit qu'il y en a le 3/4 qui rentre travailler, l'employeur, il est mort de rire. Fait que je l'ai renchéri sur David et Eric, là, c'était mon point. Là. J'ai Denis puis j'ai Renaud. Ce que tu as expliqué, Eric, par rapport à les différences entre le central puis de signer avant, blablabla, ça illustre vraiment ce que ça donne, c'est que c'est une mauvaise image du syndicalisme où, en fait, c'est que ce que beaucoup de gens reprochent, c'est que c'est juste du corporatisme puis qu'on pense juste à leur monde puis tout ça, et non pas à l'ensemble de la classe ouvrière. Puis ça, il faudrait que justement les hauts dirigeants des syndicats le comprennent. Puis je ne sais pas aussi si dans vos syndicats, il y a toute l'éducation qui se fait dans le journal, tu sais, qui explique les luttes ouvrières aussi. Et moi, j'ai baigné dans le syndicalisme très, très jeune. Mon père, j'ai su, il y a quelques années, a participé était sur le comité fondateur de son syndicat à Radio-Canada. C'était le syndicat du réseau, des techniciens du réseau français de Radio-Canada. Puis on parlait d'entraide. Ça m'a cliqué qu'à un moment donné, au début des années 80, j'étais ado, il y avait l'ancêtre de TVA, le CFTM Télémétropole. Les techniciens ont été en grève pendant plus d'1 an et demi. Je me souviens que mon père est allé à 2-3 manifs pour les appuyer. Puis il travaille à Radio-Canada, c'est non seulement, c'est même pas syndicat, mais en plus, ça, c'est sur le concurrent, en plus, de leur employeur. C'est ça, il faudrait revenir beaucoup à ça, à l'entraide, de se tenir ensemble, ça. Voilà. Renaud? Sur le cas, je pense qu'il y a quelque chose qui revient, par contre, dans les discussions, qui est les centrales devraient faire ça, les exécutifs devraient faire ça, les élus devraient faire ça. Je pense qu'il y a une chose qui est importante de le dire, on peut le faire. Je pense que malheureusement, c'est plate à dire, mais il y a une tendance, je pense, chez beaucoup de personnes dans le mouvement syndical, à mettre aussi la mobilisation des travailleurs comme un service. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est de notre responsabilité, c'est la responsabilité des exécutifs. Puis ils devraient donner un bon service, parce qu'on les a eus. Puis c'est bien plate, mais moi, j'y crois. Je pense que le principal travail à faire, c'est un travail à la base, puis de réaliser le pouvoir qu'on a en mobilisant par la base. Parce que c'est plate à dire, mais après plus de 40 ans de syndicalisme, de conciliation, 40 ans de défensive, les exécutifs ne savent plus comment mobiliser la base. Puis ce qu'on a besoin, puis on n'est pas parfait, là, personne ici n'est parfait, je ne suis pas le meilleur mobilisateur du monde, j'essaie. Mais c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de monde qui essaye, qui prennent le risque d'essayer. Puis une chose qu'on peut dire aussi, c'est que ça peut venir quelque chose de positif. Avec Alliance ouvrière, justement, Caucus de la construction, ce qu'on a voulu faire, c'est on veut faire un bilan de la grève. Puis on fait des appels, justement, à des différentes personnes pour essayer d'avoir un feedback sur les gens qui ont participé à la grève du résidentiel. Qu'est-ce qui la rend plus efficace? Puis j'ai parlé avec un électricien de la FIPO, qui était super intéressant à Gatineau. Puis il m'a dit, on a fait beaucoup de chantiers, de tournées de chantier pour faire sortir le monde, mais les chantiers qui sortaient le plus vite, tout le temps, c'était ceux où est-ce que, dans les travailleurs en grève qui venaient voir le chantier, c'est parce qu'il y avait quelqu'un du chantier qui était en train de lever le chantier. Fait que ne serait-ce que ça, de dire, tu aurais beau avoir tous les exécutifs du monde qui sont en train de lever les chantiers pour faire une grève, le plus efficace, c'est quand tu as un travailleur que les autres connaissent qui fait la grève, qui est capable de gagner leur confiance dans le job, puis qui est capable de leur expliquer pourquoi il fait la grève. Ça c'est la base. Fait que je pense vraiment qu'il faut réaliser le potentiel, ne serait-ce que
si Eric dit à quelqu'un de respecter la grève, il y a sûrement plus de chances si lui dit ça au monde que si c'est l'exécutif de l'année. Puis ça, c'est de dire, on a un pouvoir, puis on a une responsabilité, puis il faut s'organiser par la base. Il est rempli. J'avais lavé la main, après ça, il y a Steve. Moi, je l'ai vu en 2004, la grève de la SAQ, parce que j'étais en charge de toutes les lignes de piquetage à Montréal, pour les 129 succursales à Montréal. J'étais le délégué régional de Montréal à l'époque, c'était pas divisé en 5. Puis, je m'en rappelle, une ligne de piquetage où ce que... Mais premièrement, le premier syndicat à nous avoir tendu la main pour nous rencontrer, pour comprendre le conflit et nous donner un don pour les travailleurs les travailleurs et travailleuses qui étaient en grève, c'était la CSN Construction. Puis, on n'était pas à CSN encore, on était un syndicat indépendant quand on était parti en grève. Puis, ils nous avaient appelé, gars, vous venez nous voir, puis tout ça. Puis, ils nous ont rencontrés. J'avais expliqué le conflit, etc. Puis, c'était drôle parce que les gars, sur un bout d'une table, ils ont donné un chèque $1000 pour vos grévistes, là, mettez ça dans un fond. Puis, ils sont venus sur les lignes, ils sont venus supporter. Puis, on n'avait jamais contacté la CSN. Puis, ces gars-là, c'était le premier syndicat qui est venu nous voir. Après ça, il y a eu les gars de la FTQ Construction qui sont venus sur nos lignes. Les autres, c'était génial parce que dans le temps, on parle en 2004, il y avait encore des sacs SAQ. C'était des sacs de plastique SAQ, puis on mettait ça dans des sacs de papier, là, les bouteilles. Fait que les clients sortaient avec ça, ceux qui avaient traversé les lignes pour acheter. Puis là, il y avait un gars, mettons, un menuisier qui était là, puis salut, hey, joyeux Noël. Puis là, il prenait son marteau, puis il pétait les bouteilles dans le sac, tu sais. Là, la personne avait ses bouteilles payées, tout le monde pété, tout le monde riait d'elle, puis ça finissait là. Tu sais, puis ça, c'était génial. Puis ça a boosté le moral des gens. C'était violent, mais de l'autre côté, c'était des travailleurs qui venaient sur nos lignes nous supporter sans même qu'on l'ait demandé. Fait il y avait un esprit, puis c'était des travailleurs qui venaient nous voir. Là. Tu sais, moi, je pense pas que c'était des gens d'exécutif, ou peut-être ça l'était, je ne le sais pas. Mais ces gens-là, en faisant des actes de même, en venant sur les lignes, venaient du porter du café, des beignes, des affaires, hey, les gars, comment ça va? Ça rapportait un moral sur une ligne de piquetage qui était incroyable. Tu as raison, Renaud. Tu sais, ça devrait être comme instantané ou David, tout le monde qui a emmené le point. Je pense que tu as eu Denis aussi, tu sais, Radio-Canada, etc. Ça monte le moral, puis ça emmène une grande classe de ces syndicalistes-là qui font ça sur les lignes de gens qui ne font même pas partie de ton syndicat. Moi, je m'en rappelle, je m'en allais à un meeting de l'AMI, puis il y avait des chauffeurs d'autobus qui étaient CSN qui étaient en train de piqueter le matin. Mais Chris, j'ai arrêté, j'ai été acheter du café. Tiens, les gars, prenez du café, tout ça. Puis moi, je n'ai pas oublié ça en 2004, ma première grève que j'ai réellement vécue, que j'ai géré les lignes de piquetage. Ça fait en sorte qu'il y a une solidarité qui est là. Puis après ça, les syndicats ont commencé à enchaîner, à venir nous supporter, à venir nous voir. Puis aussi, ils voulaient avoir nos cotisations parce qu'on était maraudables. Fait que là, ils venaient tous nous voir, etc. Mais je veux dire, oui, ça démontre une solidarité. Oui, ça démontre, puis ça booste le moral, puis ça donne une énergie sur la ligne. Ça donne une énergie à ce syndicat-là qui est en conflit. Fait que c'est cela. Steve? Ah oui. Après ça, Steve, j'aimerais ça, Denis. Non, attends une minute là. Ah, c'est moi qui préside. Après, Steve, j'aimerais ça, Denis, que tu expliques les IWW, ce qu'ils font aussi, c'est comme la mentalité pour justement des choses de même, la solidarité qu'ils ont pour des causes, etc. Ça serait intéressant qu'un IWW, j'en suis un, mais j'aimerais ça que tu l'expliques, Denis, après. Je vais essayer. Fait que, vas-y, Steve. Oui, moi, dans le fond, c'est pour répondre à Renaud. Tu sais, les comités, moi, j'en fais partie d'un comité, puis on est venu me chercher justement pour ça. Puis je suis un gars qui est capable d'apporter des membres, etc. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Marina, peux-tu fermer ton micro, s'il vous plaît? Oh, excusez-moi. Pas de problème, Marina.
Écoute, ouais, c'est ça, pour répondre à Renaud, c'est que, tu sais, des comités, nous autres, là, dans notre région, en tout cas, on organise plusieurs activités qu'on est 150, 200 membres, dont une qu'on ramasse 500 membres à notre activité. Mais quand on fait des assemblées, asti, des fois, on est 20. Ces membres-là, quand ils sont là, si, mettons, au 5 à 7 avant les fêtes, ils sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a de la bière, il y a des. Tu sais, ça revient à ce que vous dites, il y a du café, il y a des. On est capable de sensibiliser notre monde, d'amener ce monde-là à pas toujours à avoir un ananas au bout pour améliorer nos conventions et nos conditions de travail? Parce qu'on dirait toujours qu'il faut qu'il y ait un ananas au bout pour attirer ce monde-là. Écoute, je ne sais plus quoi dire là-dessus. J'en ai amené des membres aux assemblées, mais finissent toujours une fois ou deux. Ils ont toujours des raisons pour ne pas venir, mais ça, c'est correct. On est chacun bien occupé dans la vie de nos jours. Mais bon, c'était juste pour faire. Je ne veux pas m'allonger là-dessus, là, mais c'est juste pour faire attention parce que les comités, il y en a que oui, je suis d'accord que je pense qu'ils ne font pas assez de mobilisation. Nous autres, sur notre bord, moi, mon représentant là-dessus, je le trouve fort. Mais c'est difficile. Puis je le regarde aller, là, puis il essaie, il veut mobiliser ses membres, il veut avoir du monde à des assemblées, mais c'est pas facile. Fait que là, c'est quoi qu'on fait? C'est ça la solution qu'il faut essayer de trouver pour aller chercher nos jeunes puis nos membres qui participent moins. Comment qu'on s'y prend? C'est là que je me pose la question qu'en 2025, comment qu'on va réussir à aller rechercher notre monde? Je sais pas si... je sais que c'est une question très difficile à répondre, là. Moi, je sais. C'est ça. Je ne m'allongerai pas là-dessus, mais je pense qu'on a une grosse job à faire, un gros travail à faire. Mais oui, ça part aussi d'en haut des exécutifs, ça part de la direction de chaque syndicat aussi, d'essayer de mobiliser. Mais c'est ça, c'est comme on a un gros travail à faire là-dessus. Denis? Oui, OK. L'Industrial Workers of the World, ça a été fondé aux États-Unis en 1905 par différents... Il y avait différentes tendances là-dedans. Le but de l'IWW, c'est simplement, on syndique tout le monde de la classe ouvrière. C'est qu'à l'époque, surtout aux États-Unis, il y avait beaucoup de... il y avait du racisme carrément, même au sein des milieux syndicaux. Ce qui fait qu'il y avait des... je n'aimerais pas de nom parce que je ne veux pas trop... Je ne veux pas me tromper dans les noms. Il y avait entre autres un syndicat qui n'acceptait pas les Noirs, n'acceptait pas les femmes. Puis il y avait même, je pense qu'il y avait même pas, qui n'acceptait même pas les Juifs, ça. Et l'IWW, ben nous, on syndique tout le monde. Puis aussi, c'est que chaque branche locale est autonome, décide de pas mal de ses actions. Puis on est un syndicalisme de solidarité, syndicalisme de combat, syndicalisme de solidarité, oui, ça je l'ai dit. Et puis aussi, c'est que une des forces qui est aussi en même temps notre faiblesse, c'est qu'on ne veut pas signer de convention collective. Parce qu'on n'est pas légaliste de ce côté-là pour laisser le libre choix des ouvriers, des travailleurs de leur milieu, quand se mobiliser, quand faire des actions. La faiblesse, évidemment, c'est que comme on n'a pas de convention collective, c'est que si jamais les militants de l'IW quittent le milieu, ben, bien souvent, c'est que parfois, ça va tomber. Par contre, un coup que l'employeur donne des avantages sociaux aux travailleurs, c'est très dur après ça pour lui de les enlever. Ça. Puis aussi, mon Dieu, parce qu'Éric, tu as pris un peu de cours, là. C'est ça aussi, c'est comme, en tout cas, pour la branche de Montréal, on n'existe pas légalement comme tel. On n'est qu'un compte de banque. Fait que quand on fait des actions, puis que de piquetage, de fermer des shops comme on l'a fait en 2015, entre 2012 et 2015, dans ces années-là, à MAPI, puis que ça faisait plus de 6 mois, je pense, que les travailleurs étaient en lock-out. Puis que la seule journée où la shop de MAPI a eu de la misère à produire, c'est quand
En fait, ça a été l'idée par les W, mais moi, je n'étais même pas au courant. J'étais allé là comme simple citoyen. Puis W était là. C'est quand on a fermé carrément la shop pendant cette journée-là. Et ceux qui étaient les plus en tabarnak, c'était le délégué syndical des travailleurs. Puis les travailleurs nous ont dit, ben, regarde, c'est peut-être nous autres qui avons raison pour de notre façon d'agir, de le laisser le libre choix aux ouvriers, aux travailleurs, de prendre carrément les décisions qui leur concernent. Euh, Là, j'étais parti pour dire quelque chose comme ça. C'est aussi, c'est que si si ma pays nous avait envoyé une mise en demeure à ce moment-là, et comme on n'a pas d'existence légale, bien, on s'en fout carrément. Tu sais, essaie de nous poursuivre, essaie de nous trouver quelque part. Tu sais. Il n'y a personne, il n'y a pas de nom du tout. On n'est qu'un compte de banque. Fait que ça, c'est une des forces que l'on a, de pouvoir agir selon nos désirs, selon les désirs des travailleurs. Puis aussi, c'est que ça demande aussi, évidemment, beaucoup de travail de terrain. Puis de toujours travail de solidariser aussi les employés, les travailleurs entre eux aussi. C'est que ça demande beaucoup de travail de terrain aussi de ce côté-là. Comme il a été fait avec Alfred Allard, qu'on avait syndiqué. C'est encore, je pense, dans ces années-là, 2015, le Alfred Allard, coin de Rachel et Berry. Puis que là, il y avait que même on avait réussi à faire réengager une des employés, une de nos militantes, qui de toute façon avait été congédiée de façon illégale. Et qu'entre autres, on a fait occuper le restaurant au complet. On avait donné un certain montant aux travailleurs, aux serveurs, tout ça, pour que ce soit leur pourboire, entre guillemets, pour pas qu'ils perdent leur argent de ce côté-là. Puis, on buvait de l'eau, puis that's it comme tel. Là. Ben, je dis, on exclut vraiment la personne qui parle, parce que je n'étais pas là à ce moment-là, je n'étais pas encore membre. Mais ça, c'est le genre d'action qui est faite. Puis, c'était les membres de l'IW, ça allait au-delà que juste les travailleurs du fret à l'art. Fait que c'est quelques exemples de ce côté-là, comment on peut agir. Je ne sais pas si ça avait des questions aussi. Là. Non, mais c'est parfait, Denis. C'est parfait. OK. Oui. Merci. Nice. Donc, est-ce que. Oui, vas-y, Argent. Oui, Denis, tu disais, vous n'êtes qu'un compte de banque. Avez-vous pensé maintenant qu'une des attaques que vous pourriez avoir, c'est justement vous faire fermer on voit ça de plus en plus là, en Occident, là, les mouvements qui shake un peu le pouvoir, les leaders se font fermer leur compte de banque. Mon Dieu, je n'ai pas pensé à ça. Puis je pense que c'est pas. Je vais le noter comme une prochaine réunion sur les risques que ça peut avoir. Merci de soulever le point. Oui, mais c'est parce que c'est un nouveau moyen qui pop depuis 2-3 ans, puis je le vois un peu partout en France. Il y a des journalistes citoyens qui se font attaquer comme ça, puis tu as des médias alternatifs qui se font attaquer comme ça, à droite comme à gauche. Hein. Il n'y a pas de... Dès que tu déranges un peu le pouvoir, mettons en France, là, le pouvoir macroniste, une des sources sur lesquelles ils vont taper, c'est la débancarisation. Ils vont carrément couper. Puis tu n'as plus accès à ton compte. Qu'on soit d'accord ou pas, comme à Ottawa, les gens qui ont manifesté, etc., il y en a qui se sont fait couper leur compte de banque. Là, on ne va pas aller dans le débat. Tu sais, c'est que, veut pas, c'est une tactique qui est utilisée pour mater un mouvement, pour mater des gens aussi. Éric, en fait, Trudeau a été le premier, mais ça a été suivi. On l'a vu en Italie. On l'a vu. C'est ça. Il s'attaque au compte de banque. Puis après, tu es pogné. Il faut que c'est un armada pour aller rechercher ton fric.
À ma connaissance, on est sur Tangerine. Fait que je ne sais pas si ça peut être une plus sécurité supplémentaire de ce côté-là. Là. Tangerine, c'est une des banques les plus en danger en passant. Je suis un économiste de gauche qui fouille de très près les. Tangerine, c'est. Si vous pouviez changer, ça serait. Je vous dis ça, là, tu fais ce que tu peux, mais c'est une des celles qui est la plus fragile. En Europe. Okay. En Europe. OK. Mais à ce moment-là, y aurait-tu meilleur moyen? Ou, parce que ça, en fait, c'est un problème qui date de 2008. Les banques sont toutes en train de. Si tu regardes toutes les fusions de banques depuis les 20 dernières années, une fusion de banques veut dire en fait une faillite déguisée. Puis tu as eu, en l'espace de 20 ans, je ne sais plus combien, mais des grosses banques, même des grosses banques suisses. Et puis, ça se rapetisse de plus en plus. Puis, tu vois qu'il y a comme une mainmise, probablement, des gros possédants. Mais depuis le crash de 2008, en fait, c'est rentré dans les détails, c'est que ça a été un des plus gros hold-up de l'histoire. Puis, les gouvernements ont pioché dans les retraites. C'est pour ça qu'en ce moment, depuis une quinzaine d'années, partout en Occident, on parle de retravailler les retraites. C'est parce qu'ils n'ont plus de cash. Ils n'ont plus de cash pour nous les payer, puis ils vont y aller par des moyens détournés. Puis, c'est ça, là, je ne veux pas me perdre dans les détails, là, mais faites attention où vous mettez l'argent. Informez-vous. OK. Si ça t'intéresse, je t'en reparlerai, là, mais j'ai vu, moi, Tangerine, c'est comme un gros warning. Faites attention à ça. OK, mais merci. OK. Ton micro, Eric, il est fermé. OK, j'avais enlevé ma main, mais je n'avais pas enlevé mon micro. Fait que j'ai demandé à David d'expliquer les WWE. Il y a aussi AO qui a été expliqué par Renault. C'est parce que c'est des. On peut. Regardez, c'est le chien, il a sauté sa fenêtre. Il est débile. Bon. Fait que, non, j'ai un chien débile ici. Là. Fait que j'ai demandé ça parce que c'est des groupes que certains d'un syndicat appellent des groupes parallèles. C'est que ces groupes-là, veut pas, sont de tous les combats. Ils sont là, sont présents. On a vu AO avec la campagne d'Amazon. Oui, c'était CSN, mais c'est l'Alliance ouvrière qui a forcé la CSN à bouger parce qu'ils ont pris les choses en main et ils ont organisé les travailleurs là-bas à combattre Amazon, etc. Puis IWW, il y a aussi les campagnes Réclame ta paye, où ce qu'un employé non syndiqué, etc., n'est pas payé, se fait maltraiter à sa job, mais ils vont appeler les WW, les WW vont intervenir, vont agir comme intermédiaires pour pouvoir faire en sorte que la personne ait sa juste paye, ce qui devrait avoir comme réclamation, etc. Ça s'est fait aussi pour la CNSST, etc. C'est des groupes qui sont là, pas pour... c'est un esprit que je trouve des valeurs où on n'est pas là pour une cotisation, on n'est pas là pour... on est juste là parce que c'est la valeur d'être là pour la classe ouvrière. Puis je crois que les centrales syndicales ont beaucoup, mais beaucoup à apprendre de ces organisations-là. Et c'est pour ça que je suis content que vous ayez expliqué les deux groupes. C'est très important parce que moi, je trouve que c'est plus qu'un atout, là. C'est une valeur, puis c'est la base même du syndicalisme, c'est ça. C'est l'entraide entre tous, puis c'est l'unification de la classe ouvrière. Parce que, faut le dire, on est en guerre de classe. On l'a toujours été, mais là, c'est encore plus grave parce qu'on fait face à des bourgeois décomplexés de leur pouvoir. Fait que on fait face à ça. Puis les syndicats, les centrales traditionnelles vont falloir qu'ils rouvrent la porte à ces gens-là, puis ils rouvrent la porte à ces idées-là, parce que le syndicalisme d'aujourd'hui, selon moi, puis on parle d'intersyndical, là, mais on a parlé dans tous les autres thèmes, c'est problématique. On est trop... Je suis en train de lire du Enrico Malatesta, puis il explique très bien. C'est que d'un côté, tu as les bourgeois qui sont très conservateurs, très jaloux
de leurs avoirs. Mais là, on a des structures syndicales qui sont très conservatrices dans leur méthode, très conservatrices dans leur façon de faire et de leurs avoirs, etc. Fait qu'on prend sans être le bourgeois, on prend les méthodes des bourgeois dans nos structures pour dominer sur le membership d'une certaine façon. Sans le vouloir, peut-être c'est inconscient, il y en a que c'est conscient, mais c'est ça. Puis je crois que des groupes comme les WW, Alliance ouvrière, ils ont fait preuve de passer au-delà de ça et faire en sorte qu'on peut s'organiser autrement. David. Oui, ça, je voulais juste m'enseigner à tout le monde. J'ai partagé une chanson de Union Tug puis Meredith Moon. Oui. Ça s'appelle Préambule to the Constitution, de IWW Constitution. Puis quand tu écoutes la chanson, elle est en anglais, là, mais quand tu l'écoutes, là, ça explique assez bien là, la ligne directrice un peu de ça. Là, où est-ce que la masse ouvrière doit s'organiser comme à l'unisson. En un seul morceau. Là, on est une classe, on va s'organiser comme une classe, on va s'approprier ce pouvoir-là. Si, il explique dans la chanson, s'il y a quelqu'un qui tombe en grève, ben, tout le monde arrête de travailler. Là. Pas rien on va t'aider un petit peu. Là. Non. Il n'y a personne qui rentre à matin. Si tout le monde, tout est fermé. C'est un peu ça, là. Puis on dit, OK, là, les négociations n'auront jamais été aussi vite de toute notre vie. C'est ça. Est-ce que ça fait le tour pour le premier thème? Oui, c'est ça. Oui, pour moi, ça fait le tour. Ouais. Est-ce que ça fait le tour pour le premier thème ou il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter de quoi? OK, bon. On va aller au deuxième thème. Moi, je vais être obligé de vous laisser, les amis. Oh non. Oh. OK. Pas de trouble, mon régent. All right. Faites attention à vous. Oui, régent. Je passe une belle soirée. Yes. Moi aussi, je vais vous laisser. Désolé, j'avais complètement oublié la réunion. Fait que j'ai pas encore fait souper finalement. Fait que faut que j'aille manger. Pour ça. Désolé. Oui, c'est important ça. Il n'y a pas de trouble, mon Denis. Okay. Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Bonne soirée. Donc, on va partager ça. Fait que le dernier thème, c'est les syndicats et les groupes historiquement discriminés. La compétition des organisations a évolué considérablement depuis les dernières années. Les États généraux sur le syndicalisme constituent une occasion pour les syndicats de se questionner sur les façons d'être encore plus représentatifs et les manières de lever les obstacles à la participation des groupes historiquement discriminés. Leur rôle dans la lutte contre les discriminations et le racisme demeure également un défi crucial. Donc, je vais vous lire les questions reliées à ça. Fait que, on a, estimez-vous que les organisations syndicales sont représentatives de la population québécoise? Et quant à votre syndicat, estimez-vous qu'il est représentatif de ses membres? Quelles sont les barrières à la syndicalisation des groupes historiquement discriminés? Quelles sont les barrières quant à leur participation et leur implication syndicale? Diriez-vous que votre syndicat a consacré trop, suffisamment ou pas assez d'efforts pour favoriser la participation et l'implication de ces groupes? Quel est le rôle des syndicats dans la lutte contre les inégalités, notamment les inégalités raciales et celles fondées sur le genre et l'orientation sexuelle? Quelle place les enjeux et les revendications liées à la lutte contre les inégalités occupent-ils au sein de votre organisation syndicale? Et comment votre syndicat sensibilise-t-il les membres face aux enjeux touchant ces groupes? Oh. Donc, qui veut... OK, on a David. Ton micro? Oui, c'est ça, j'arrive. Donc, tu as parlé des groupes discriminés, Éric. La question était plus ou moins floue, c'est-à-dire que je vais parler du communautarisme. Là.
quand on prêche, parce que là, c'est là où est-ce que je pense que j'ai une discorde avec le sujet, là, c'est-à-dire que quand on prêche par le communautarisme, on vient éliminer le reste de la masse ouvrière. Tu sais, mettons, on dit, je vais prendre mon métier, là, les femmes mécaniciennes, il faut les soutenir. Et c'est vrai qu'il faut les soutenir. Mais moi, là, j'ai jamais vu un gars dans un garage, puis j'ai jamais vu un gars dans un garage ne pas soutenir une femme. Là. Tu comprends-tu? Il n'y a personne qui fait ça. Là. Fait que de faire du communautarisme comme ça, on vient éloigner le discours qui pourrait s'englober à tout le monde. Là. Fait que, sur ce point de vue-là, c'est ça. Après ça, tu demandais qu'est-ce qui empêchait des gens de syndiquer dans d'autres entreprises. Je vais y aller avec. Il y a plein de raisons. Là. Mais ce n'est pas nécessairement des raisons syndicales. Je pense plus que c'est des raisons de complaisance ou de gens qui sont subjugués par leur employeur. Ça, j'en ai déjà parlé dans les autres. Mais oui. Je ne sais pas pourquoi. J'en reviens tout le temps à la même affaire. J'essaie d'innover, là, mais c'est parce que ça me saute dans la face tout le temps. Fait que les gens sont complaisants. Après ça, les gens sont aussi en apathie. Hein. On est comme dans un. Je vais m'inclure, on peut tous s'inclure là-dedans. Là, puis on est comme tout indifférents. L'apathie, c'est ça, là, c'est une espèce d'indifférence. Mais là, c'est comme une indifférence collective. Là, les gens. Moi, j'étais allé à une manifestation d'Hydro-Québec. Là, ça va être privatisé bientôt. Là. J'ai une manifestation, il n'y a rien que les travailleurs. Là. Tu sais, où la population? Tu sais? Fait que la population est en apathie. Qu'elle soit syndiquée ou non syndiquée, là, elle est en apathie. Tu sais. Elle regarde ça sur son téléphone, peut-être. Là, puis elle dit, il y a du monde qui ont été. Tu sais, ou, je ne sais pas. Mais on a de la misère là, avec le social de la chose. Là. Je pense que si on reculerait, mettons, au moins une quinzaine d'années, là, le visage de ça serait très différent. Là. Quand je parle de ça ici. Là. Ouais. Fait que, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de mobilisation qu'aujourd'hui. Je regarde la génération de mon père, là, puis j'étais à des manifestations, j'étais TQ, là, puis on était 100 000 à Montréal. Là, ouais. C'était incroyable. Là. Fait que, c'est ça. Ben, moi, je pense on l'a vécu en 2012. Là, il y a eu le printemps érable, puis ça a commencé par des étudiants, puis après ça, tu avais de la population qui embarquait ces rues, etc., qui tapait les casseroles, tout ça. Je pense qu'il y a eu un mouvement là-dessus que les syndicats ont vraiment manqué. Puis, on a parlé aussi dans les autres réunions, mais je m'en rappelle des congrès où les travailleurs demandaient, Chris, peut-être c'est le temps de la grève sociale, tout ça. Puis en avant, les direction syndicale tremblait. Je ne sais pas si vous vous rappelez la fameuse scène d'Arsenault, le président de la FTQ qui pogne Gabriel Nadeau-Dubois par le cou puis dit « Moi, je vais t'apprendre comment gérer les affaires. » Tu sais, quel connard, là. Tu sais, c'est dépassé, mais dépassé. Puis les étudiants, nous autres, ont appris aux syndicalistes une leçon de vie, ce printemps-là, là. Puis ça a tout crevé avec l'élection, puis quand le PQ est rentré, etc. L'élection est partie, puis ça a tout fini là. Mais je veux dire, c'est triste parce que moi, je crois que chaque mouvement va amener, c'est comme une goutte d'eau de plus. Puis à mesure que ça va, on l'a vu en France, tu as eu les Insoumis, tu as eu les mouvements Occupy, etc. Tu as eu les Gilets jaunes. Après ça, quand c'est arrivé pour les grèves pour la réforme de retraite en France, les Gilets jaunes, l'idéologie avait infiltré les syndicats. Fait que je pense que si on peut infiltrer ces syndicats-là et changer les choses, l'éducation populaire, etc., va être nécessaire, mais c'est une façon qu'on peut changer les choses. Sur le sujet du thème, écoutez, moi, je vais vous donner une anecdote que j'ai eue quand je travaillais dans une société d'État qui vendait de l'alcool. On avait un cas, on était à Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, puis le racisme, il y a des employés qui le vivaient en maudit, pas nécessairement de la part de l'employeur, mais via la clientèle.
la clientèle raciste, etc., qui s'en prenait à des employés issus de la communauté africaine, haïtienne, jamaïcaine, etc. Le mot qui commence par N sortait souvent. Puis, à un moment donné, on avait intervenu pour que la SAQ mette ses culottes. Puis la SAQ, au lieu de mettre ses culottes pour gagner la paix, mettons, une cliente avait été raciste avec un client. Il disait à la cliente, ne reviens plus ici à cette succursale-là, mais voici une carte cadeau. Comme ça, on gagne la paix, puis ça finit là. C'était leur solution de régler la situation. Ils donnaient une carte cadeau avec de l'argent dedans à la cliente raciste pour y fermer la gueule, puis après ça, eux autres, le problème était réglé. Finalement, ils ont fait un comité sur la diversité. Puis, il y a des employés qui avaient été invités à aller là. Mais au début, l'employeur me demandait à moi, « Hey, Éric, veux-tu faire partie du comité? » Je disais, « Non. C'est pas moi qui vis cette discrimination-là. Il faut que tu aies des gens qui vivent cette discrimination-là. Puis de votre bord, des directeurs, des gens issus de la direction qui font partie de ces communautés-là vont cibler le problème, vont le regarder, puis après ça, vont nous revenir avec des solutions, puis c'est à nous autres à s'adapter de quoi de même. » Puis ce qu'ils ont fait, c'est que nous, on avait des gens, Willing, etc., de la communauté haïtienne, comme j'ai dit, Jean-Michel, etc., puis ils ont été là. Devant eux, il y avait rien qu'un panel de blancs, dont une était la porte-parole parce qu'elle était légitime, son chum était haïtien. Fait qu'elle, elle connaissait toutes les choses qui se passaient pour eux. Fait que l'employeur a répondu de même. Puis il n'y a aucune solution qui est sortie de là. Parce que quand l'employeur a vu que ça coûtait peut-être de l'argent régler certaines affaires, ils ont mis fin à ce comité-là. Fait que tu sais, il y a des problèmes, même en construction, j'en vois des fois des commentaires, pas devant la personne, mais des commentaires à part, etc. Il y a une pensée. Dans les syndicats aussi de la construction, il y en a beaucoup de commentaires là-dessus. Puis je vous dirais que c'est un problème qu'il faut vraiment se pencher. J'ai-tu la solution? Je ne le sais pas, mais il faudrait peut-être aller voir ces gens-là qui vivent ces situations les inclure dans le syndicat pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils vivent. Qu'ils nous expliquent ce qu'ils vivent, eux autres, ces chantiers, sur le travail, dans la vie en général. Moi, j'avais un collègue haïtien, il m'expliquait comment il se faisait arrêter au moins 5 fois par semaine par la police à Terrebonne. Juste de même, arrêté. À Repentigny, un autre. C'était toujours chaque jour. Même policier, même... tu sais, puis t'es comme... Chris, il y a un problème. Quand Legault disait qu'il n'y a pas de racisme systémique, il y en a du racisme systémique. Il y en a du racisme systémique. Mais je pense qu'on l'a aussi dans nos instances. Puis c'est ça que peut-être, sans tomber dans de ce qu'on voit, ce que la droite appelle le wokisme, là, mais sans embarquer dans le mépris envers ceux qui questionnent peut-être que, wow, peut-être qu'on va trop loin là-dedans. Il y a la classe ouvrière, il ne faut pas déroger de ça. Puis là, tu te fais traiter d'extrême droite quand tu dis ça. Tu sais, c'est peut-être pas embarquer là-dedans, puis plus faire le dialogue vraiment ensemble. Puis ça, je trouve qu'il y en a dans le syndicat, mais je pense qu'on prend trop vite position sur des situations que peut-être qu'on devrait plus analyser et plus parler. Mais je veux vous entendre avant parce que c'est cela. Renaud? En fait, ma question, c'était déjà aussi, où sont passées les 2 autres personnes? Je suis allé pour faire un lunch, puis les 2 personnes qui disparaissent. Denis avait oublié de faire à souper, puis Régent, il y avait de quoi. Ça arrive. Moi, je me demandais, c'était quoi toutes les questions toutes les autres questions, juste question de nous ramener un peu. Ouais. On a tendance parfois à sortir dans des longues directions. Fait que, on va y aller. OK. Fait que, estimez-vous que les organisations syndicales sont représentatives de la population québécoise? Et quant à votre syndicat, estimez-vous qu'il est représentatif de ses membres? Quelles sont les barrières à la syndicalisation des groupes historiquement discriminés? Quelles sont les barrières quant à leur participation et leur implication syndicale? Diriez-vous que votre syndicat a consacré trop suffisamment ou pas assez d'efforts pour favoriser la participation et l'implication de ses membres? Quel est le rôle des syndicats dans la lutte contre les inégalités?
notamment les inégalités raciales et celles fondées sur le genre et l'orientation sexuelle. Quelle place les enjeux et les revendications liées à la lutte contre ces inégalités occupent-ils au sein de votre organisation syndicale? Et comment votre syndicat sensibilise-t-il ses membres face aux enjeux touchant ces groupes? Eh bien, regarde, si je me permets juste de lancer aussi, sur la question du racisme à l'intérieur des organisations syndicales, ou du moins, on va se le dire quand même, parfois, il y a très peu de représentation des groupes ethniques en général. Mais tu sais, pour moi, une grosse question qu'il y a, puis c'est quelque chose qu'ils ont en commun avec la gauche militante aussi, c'est il y a un manque de parrainage, en tout cas. Tu sais, souvent, c'est des personnes qui sont blanches, hommes, vont parrainer pour des postes futurs ou des responsabilités d'autres personnes blanches, hommes. Tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, même à l'intérieur d'Alliance ouvrière, il y a quand même cette dynamique-là, puis on essaye fort, en tout cas, de juste se dire, OK, quand on parraine quelqu'un, on va choisir quelqu'un qui va être différent, qui va amener une différente position. Tu sais, par exemple, on a une qui est là ici, mais Marina ou Emma, justement, une femme naine aussi. Mais ça passe souvent par le parrainage, je pense. De juste prendre le temps avec ce monde-là, de leur expliquer, de leur donner plus de responsabilités, d'écouter en tout cas, puis vraiment de les former graduellement. Moi, je pense que c'est par là vraiment que ça peut passer. C'est par le parrainage. Parce que de simplement souvent dire, on enlève les... C'est sûr qu'il faut toucher les enjeux de racisme dans nos organisations, c'est clair, net et précis, mais je ne pense pas que c'est suffisant. Je pense vraiment qu'il faut dire, on fait un effort conscient d'aller voir le monde, de les préparer à prendre des tâches de plus en plus élevées. Voilà. J'ai David. J'essaie de prendre des notes en même temps. La représentation, si les syndicats représentent la population québécoise, je ne crois pas. Je suis obligé de dire que non. Ben, dans une certaine mesure, je vais revenir encore avec mon affaire de communautarisme. Je pense qu'il faut arrêter de faire du communautaire et de dire OK, les gens de LGBTQ, on célèbre leurs différences. Je pense qu'on peut célébrer la masse ouvrière, peu importe si comment qu'elle s'identifie, là, si c'est un nouvel arrivant, si c'est une personne LGBT, si c'est une femme, peu importe. Je pense qu'il faut se célébrer comme masse ouvrière. Tu sais, Renaud, il parlait du parrainage. Là, ça, je trouve que c'est une bonne idée, le parrainage. Mais il y a aussi, tu sais, l'espèce d'appartenance à notre classe. C'est-à-dire que moi, peu importe si tu viens du Maroc ou de l'autre bout du monde, là, je veux dire, là, tu travailles avec moi, là, tu sais. En tout cas, moi, dans mon corps de métier, quand le monde arrive, j'essaie tout le temps de les aider, de les soutenir. Tu sais, ils arrivent dans un nouveau garage, je ne connais rien. Puis là, bon, je les aide, mais c'est ça. Il faut s'aider comme masse ouvrière. Là, tu sais. Moi, je suis un ouvrier, je suis salarié, on est tous dans le même bateau. Fait que moi, je vais te défendre, peu importe. Peu importe ce qui arrive. C'est que tu sois n'importe quelle couleur. Tu comprends-tu? Il n'y en a pas, ça n'existe pas, ça. Fait qu'il faut enlever ça de là. Moi, je pense que les centrales, ils ont un travail à faire pour ramener ça, plus englober tout le monde. Là. Parce que moi, quand je vois une journée pour ci ou une saison pour ça, puis je suis comme, Chris, oui, je comprends, là, mais c'est pas. On n'a pas besoin de financer ça. Là. On peut le célébrer par nous-mêmes. Fait que ça ressemble à ça. C'est comme plus un soutien collectif. Et puis la représentation de la population québécoise, ben, des membres, est-ce que on va faire ça tout d'une traite, là, les efforts pour motiver les membres, est-ce que les syndicats font assez d'efforts pour aller chercher leurs membres et tout ça? Ça, c'est une question, je pense, qu'on avait abordée comme dans les premières assemblées. Là. Revenir. Mais je pense qu'on parle des membres, des membres comme normalement discriminés, etc. Là. Est-ce qu'on fait assez d'efforts pour eux? Là? Ouais.
moi, pour ma part, les gens qui vivent de la discrimination, mettons, j'ai un membre qui fait de la discrimination à un autre membre, ben, on adresse le sujet, là. Je te dirais même que souvent, on est plus sévère que l'employeur. C'est-à-dire que le gars, il se fait pas ramasser pantoute et il a défait un jeune en stage. Là, le gars, il veut même plus travailler dans les garages. Là, tu comprends-tu? C'est fini pour lui à vie. Puis, il n'y a aucune conséquence pour lui. Tu sais. Il va même avoir des stagiaires. Moi, je dis, hey, man, t'es un trou de cul. Là, tu sais. J'ai dit. Là. Fait que il faut remettre les choses en contexte. Là, mais tu sais, je travaille sur toi, man, ça marche pas. Là. Fait que, pour la discrimination, en tout cas, on fait notre effort. Voilà. Renaud? Ouais, ben, un truc que je voulais dire, surtout par rapport au parrainage, là, parce que je pense que pas beaucoup de personnes sont bien intentionnées comme toi, David, puis ils traitent le monde également, puis ils font de leur mieux, puis ils traitent. C'est pas des personnes qui sont racistes profondément, puis c'est clair. Pour moi, l'un des trucs, par contre, c'est surtout avec des personnes de communauté qui viennent de l'extérieur du Canada, pour qui le syndicalisme, c'est une institution étrangère, là, ou que même littéralement, des gens de Colombie, par exemple, pour qui être syndicaliste, c'est se faire tirer dans la rue. Il y a ce travail d'éducation-là à faire qui est encore plus élevé. Parce que juste traiter le monde comme tout le monde, faire quelque chose de bien, ça ne va pas être assez pour battre les années et les années d'historique antisyndical de leur pays. Fait que c'est pour ça que je mets un peu de l'avant l'idée du parrainage, de dire qu'il faut prendre le temps d'expliquer à ce monde-là, de leur répéter encore et encore et encore, tu as une place, tu peux faire quelque chose. Puis à partir du moment où tu en as 1, 2, 3 dans ton organisation, ils peuvent servir de lien avec la communauté à l'intérieur de ton milieu de travail. Ça, c'est là tu commences à avoir quelque chose qui peut être vraiment, vraiment puissant. T'sais. Les gens qui ont fait Amazon, par exemple, ils disaient dès le moment qu'ils ont gagné un Tchadien, ils ont tout gagné. Puis la campagne de syndicalisation a vraiment mieux allé. Fait que c'est ça la force du parrainage, en fait. C'est par le lien concret, répété, orchestré en groupe qu'on est capable de ramener ce monde-là à l'intérieur du mouvement, je pense. Moi, je pense, le problème aussi dans les milieux syndicaux que je trouve, là, c'est que, tu sais, on va mépriser, traiter les gens d'extrême droite, etc., quand ils questionnent ou comme, pas être réfractaire, mais juste comme, ils se posent la question, ouais, mais, tu sais, du David t'emmenait, tu sais, c'est la classe ouvrière, on célèbre ça, puis on inclut tout le monde, etc. Je suis d'accord avec toi à 100%. Mais même un discours de même, tu peux te faire étiqueter dans certains groupes, dans certaines organisations d'extrême droite. Puis c'est là que ça dépasse tout, parce que ça devient un dogme. Puis c'est là le problème. Quand ça devient un dogme pour certaines personnes, la discussion est finie. Tu ne peux même plus avoir de discussion. Puis ça, il faut réouvrir ça, cette discussion-là. Moi, je crois qu'il y a des organisations syndicales qui le font très bien. On parle, mettons, à Amazon, ils l'ont très bien fait. La campagne a été très bien faite. Mais aussi, je crois que, tu sais, il y a les conseils régionaux, les conseils centraux à CSN, les conseils régionaux à FTQ. Il y a des efforts réels, sincères, à inclure ces gens-là dans la classe. Tu sais, à faire comprendre qu'ils font partie de la classe ouvrière. Je crois que le message y est là. Est-ce qu'il est bien véhiculé? Non, parce que sur le terrain, moi, je le vois dans les chantiers, etc., les médias ostracisent tellement, frappent toujours sur le clou sur tu penses vraiment que tu es raciste, etc. Ils alimentent cette pensée-là que le travailleur, mettons, québécois, blanc, etc., mais ouais, moi, tu m'étiquettes de même, puis il commence à te croire que c'est ça qui est de même. Parce qu'il écoute les médias, mais les syndicats devraient contrer ça, parce que je l'ai entendu dire, je pense que Renaud, tu es avec moi, une secousse, un conseil régional de Montréal, où ce qu'on se fait dire que, mais tiens, on sait qui va voter Poilievre,
c'est les gars de shop, puis les gars blancs de shop, puis les gars de la construction. Là, t'es là, man, arrête de fucking mépriser le travailleur. Va à sa rencontre, aie la discussion avec lui. Tu sais, puis peut-être que tu vas y faire entendre raison. Puis je vous dirais, là, si tu prends le temps d'écouter, de parler, de faire des groupes de discussion, puis d'emmener des gens issus des communautés, des communautés autochtones, des communautés, les communautés des Premières Nations, LGBT+, etc., des communautés haïtiennes, etc., je pense que c'est possible que les gens vont se comprendre. Ils vont comprendre la réalité. Je vous donne comme exemple, quand j'ai commencé à travailler, j'avais quoi, 17-18 ans. J'avais mes fucking préjugés d'épais, de petits blancs à bec épais, que j'arrive au travail, puis là, je voyais comme des gars qui étaient issus du Congo, etc., puis l'autre qui était de la Jamaïque. C'est ça, qu'est-ce que tu fais? Tu viens piquer nos jobs, tout ça. Puis ces gars-là ont eu une classe incroyable qui m'ont fait asseoir à leur table, puis ils m'ont expliqué leur historique, pourquoi ils sont venus ici au Canada. Puis tu sais, le gars était, moi, ma famille, trois quarts de ma famille a été exécutée par les forces de... Là, t'es là, t'es en train d'écouter, là, t'es là, toi, dans ta tête, t'es... Ouais, ça, c'est une bonne raison, venez ici. OK, c'est beau. Là, après ça, l'autre, mais moi, j'avais été torturé pour... Là, il a parlé de tonton Macoute en Haïti, puis là, ma famille, on m'a emmené ici. Ouais, OK, ouais, ça aussi, c'est une bonne raison. C'est du monde qui ont souffert, qui sont venus ici pour une meilleure vie. C'est ça que j'ai réalisé, moi, le petit con de 17-18 ans, qui réalise que, OK, le monde n'est pas juste dans mon petit patelin à Rivière-des-Prairies. Là, tu sais, c'est comme le milieu du travail, la classe ouvrière, ces ouvriers-là m'ont ouvert les yeux à tes préjugés, il faut tourner dans le cul, mais ils l'ont fait avec une classe incroyable. Ils m'ont conté leur histoire. Fait que si les gens se font conter l'histoire de ces gens-là, ce qu'ils vivent au quotidien, la discrimination, les choses, etc., je crois que, ces gens-là vont s'intégrer dans la classe ouvrière, puis la classe ouvrière du Québec va mieux comprendre aussi la réalité de ces gens-là. Tu sais, j'ai toujours dit dans le milieu de la construction, tu sais, il y a des compagnies qui font venir, mettons, des gens qui viennent issus du Mexique ou etc. Puis, ils travaillent hors décret, mais ils font de la job de construction. Là, tu es là, ouais, mais ces gars-là, ils viennent piquer nos jobs. Ils sont moins payés. C'est pas lui qui vient piquer ta job. C'est le boss qui le fait rentrer, qui fait ça. Qui l'utilise pour te nuire. Fait que va le chercher, syndique-les, emmène-les avec toi, explique-y, emmène-les avec toi, puis là, tu viens juste enlever l'arme de l'employeur. Tu comprends? Moi, en tout cas, c'est ma vision de la chose, là. Mais c'est ça. Je pense que je dérape. Et voilà. Ah, arrête, Steve. Bon. Fait que c'est beau. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Steve! Moi, voulez-vous mon avis? Oui. On va peut-être me faire tirer des roches. Moi, je suis un gars franc dans la vie, mais moi, le mot intégration. Oui. Intégration. Tu t'intègres, je vais te backer à 200%. Mais si je suis obligé de parler espagnol pour aller me chercher un hamburger chez McDo, ça se peut que je te confronte. Mais moi, si la personne s'intègre, 100%, je vais être en arrière de toi. Fait qu'on me pitche-tu des roches ou ça va? C'est états généraux, tu as droit à ton opinion. Moi, non, mais tu comprends? Tu sais, tu me connais, là, tu m'as connu sur le chantier. Moi, j'ai gagné une grosse cause avant les vacances. J'ai été au bat pour un travailleur. Je vais y aller au bat aux travailleurs. Mais il faut que tu t'intègres aussi à notre société. Si tu veux m'amener tes mœurs à toi de ton pays, je respecte tes mœurs. Mais c'est comme moi, fallait chez vous, tu sais. Intègre-toi, puis j'ai aucun problème. Mais je suis prêt à apprendre, à t'écouter et à apprendre. Mais je veux dire, sur un chantier, je veux dire, on est toute une communauté, ben, on est là tous pour travailler, puis il faut s'entendre, puis les bagarres de religion, ben, ça ne m'intéresse pas dans un sens, tu comprends? Moi, c'est mon point de vue là-dessus. Mais oui, 100%, il y a un travail à faire là-dessus, mais moi, au niveau FTQ, on est très ouvert à ça.
sont tous bienvenus, sont tous bien accueillis, puis on en a beaucoup, nous autres, au local, on en a de plus en plus, puis il n'y a aucun problème avec ça. La personne qui veut travailler, qui veut s'intégrer, qui veut apprendre, qui veut foncer dans la vie, qui veut gagner sa vie comme tout le monde, j'ai aucun problème avec ça. Fait que je vais laisser la parole à David. Merci beaucoup. Oui, c'est David. Ouais, c'est pour te ramasser, Steve. Oui. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais Vas-y, je voulais je quand t'écoute. même rebondir un peu sur ce que tu as dit parce que l'intégration des nouveaux arrivants depuis la pandémie, pour moi, elle se fait plus, tu sais. Parce il y a trop de nouveaux arrivants qui rentrent. L'objectif de la Fédération canadienne, c'est d'être 100 millions en 2100. Fait que ça ira pas en descendant. Les autres ne sont pas responsables de ça. La deuxième affaire, c'est le dogme de la Fédération, là, ce que je viens de vous dire là. Peu importe que ce soit Pierre Poilievre ou le Parti libéral, ou peu importe, ils vont toujours garder ça. Ça, c'est le dogme de la Fédération. C'est ça. Ça, puis le multiculturalisme. Là. La deuxième chose, c'est qu'on a notre spécificité linguistique au Québec. Et puis ces gens-là ne sont pas nécessairement au courant de cette spécificité-là dans son entièreté, mettons. Là. Fait que, souvent, ils vont se réfugier à Montréal, ils vont parler leur langue, ils vont parler anglais. La dernière langue qu'ils vont parler, c'est le français. T'sais. Bon. Puis, moi, je suis d'accord avec toi, Steve, il faut que les nouveaux arrivants s'intègrent à la société québécoise. Et moi, ce que j'ai remarqué depuis, je sais pas, au moins 10-15 ans, là, c'est que la société québécoise n'est plus ce qu'elle était. Là. On est, tu sais, je parlais d'apathie tantôt, là, mais on n'a plus de. C'est quoi le vivre ensemble au Québec? C'est tout le monde qui regarde son téléroman sur Netflix, puis tu sais, c'est ça nos coutumes maintenant. Tu comprends, endormi sur nos téléphones. C'est quoi nos coutumes sociales, tu sais? Eux autres, ils ont des coutumes sociales bien plus fortes que les nôtres pour des différentes raisons. Et je veux dire, nous autres, on a perdu quelque chose au Québec qu'il faut qu'on ramène. Là. Tu sais, avec les États du syndicalisme, là, je pense qu'il est possible de faire de quoi? De ramener un État social fort au Québec, puis de leur montrer c'est quoi être Québécois. Tu sais, parce que moi, présentement, moi, je suis fier d'être Québécois, je serais toujours fier d'être Québécois, mais nos coutumes puis nos mœurs sont en train d'être délayées dans l'individualisme puis tout ça. Fait que, je peux comprendre un nouvel arrivant qui a de la misère à s'intégrer aux mœurs et aux coutumes du Québec quand c'est ce que c'est aujourd'hui. Là, tu sais. Fait qu'il faut aussi se regarder dans le miroir. Mais c'est ça, mais là, c'était pas pour être méchant. Steve? Non, mais tu vois, j'ai relevé la main, je t'ai envoyé un cœur, puis je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. On veut dire la même chose en bout de ligne. Puis les Québécois, on est endormis sur nos téléphones, comme tu disais tantôt, on regarde la parade passer, on fait rien. Parce que oui, j'ai compris qu'ils arrivent ici, puis on a de moins en moins d'aide, puis il faut les aider à s'intégrer. Je suis d'accord à 100% avec toi. Puis les Québécois, ben, on est en train de. Je sais pas qu'on s'en va sérieusement. Je regarde ça aller, je trouve ça un peu pathétique, je trouve ça plate. Parce qu'on n'est pas beaucoup à vouloir continuer à garder nos coutumes, etc. Là. Fait que je suis à 100% d'accord avec toi, David. C'est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Steve, tu veux intervenir encore? Ouais, non, je voulais juste enlever ma main, ça n'a pas marché. Bon. Merci, Eric. Tu sais, honnêtement, pour moi, c'est sûr, la classe ouvrière passe avant tout. Mais honnêtement, je ne sais pas à dire parce que moi, j'ai parlé beaucoup avec des travailleurs issus de ces communautés-là, puis je ne vis pas la même réalité que ces gens-là. Je ne me fais pas arrêter à chaque coin de rue. Je me fais pas comme ostracisé par des politiciens, etc. Là. Tu sais, il y a cette réalité-là que ces gens-là vivent aussi. Puis je pense que les syndicats essayent de pallier à ça, mais
je pense que c'est vraiment de la discussion. On parlait des bourses du travail. Ça serait un lieu propice pour que les travailleurs issus de peu importe, peu importe sa nationalité, peu importe de sa provenance, pourraient s'asseoir ensemble et faire, ça serait une des soirées par semaine que les gens se regroupent et se parlent. Tu sais, on l'a vu en France, les Gilets jaunes, où ce qu'on avait des gens étiquetés extrême droite, étiquetés extrême gauche, issus de l'immigration, mais qui se regroupaient, puis qui se parlaient et faisaient un lien entre eux et trouvaient des choses en commun. Tu sais, ils vivaient toute la même affaire dans le fond, sauf que les médias, les politiques, nous divisent tellement, nous mettent de la poudre aux yeux de se séparer, de toujours être un contre l'autre, que c'est ça leur force. Ils réussissent à nous diviser. Tu sais, fait que, tu sais, moi, quand j'entends un politicien parler d'immigration, qu'il est contre, regarde, c'est du gaslighting, là, comme qu'ils appellent en anglais. Tu sais, t'es en train d'utiliser ça pour te faire du capital politique. Moi, je veux parler au gars qui émigre ici. Je veux savoir sa vie, puis je veux savoir comment que je peux l'aider à s'intégrer, etc. Tu sais, moi, il y avait un Maghrébin qu'on a connu, moi puis Régent. Puis le gars, il nous avait expliqué quand il est arrivé ici au Québec, lui, il a décidé, il a été dans un bar, écouter des parties de hockey. Parce qu'il voyait le hockey semblait d'être, ici au Québec, un centre culturel, d'une certaine façon. Puis il trouvait qu'en écoutant le hockey avec des Québécois, ça l'emmenait à parler du Québec. Ça l'emmenait à parler de l'histoire du Québec. Fait qu'il a beaucoup appris là. Puis après ça, ben, ça se parlait entre eux. Ça échangeait entre lui, il expliquait sa culture, eux, ils expliquaient leur culture. Puis ça faisait en sorte qu'il y a eu des liens qui ont été créés. Puis ça, je trouve, c'est la meilleure façon. C'est la discussion. C'est d'échanger et se parler. Je suis un éternel optimiste là-dessus. Fait que c'est cela. Steve? Juste avant, excuse-moi Steve, moi je vais devoir y aller. J'ai un appel à 21h. Mais c'est toujours un plaisir, comme toujours, de discuter avec vous. Oui, pas de trouble. Ce sera la prochaine fois, ça va être mercredi, c'est ça? Lundi. Lundi? OK. Lundi, ouais. Lundi, 19h. 19h? OK. Je vais m'arranger pour être là. Peut-être une visite d'appart en soirée, mais je vais essayer de m'arranger pour être là. C'est bon. Regarde, bonne soirée. Salut, Renaud. Oui, Steve. Pardon? Ben, dans le fond, c'est ça. On est tous sur la même longueur d'onde là-dessus. Je fais juste, Eric, ton point, il faut faire attention. Oui, chez des fois, tu peux avoir du profilage racial, comme tu dis, mais je pense que c'est une minorité. On est un peuple qui accueille bien. Je pense qu'on est. Non, mais Eric, soyons sérieux. Dans le monde, je pense qu'on est un peuple qui accueille bien les nationalités, en général, mais oui, du profilage racial, il va toujours en avoir. Il y en avait envers des Québécois aussi. Un jeune qui est tout croche un peu, puis qui n'est pas droit dans la vie, bien, il peut se faire harceler par les policiers aussi. Fait qu'il ne faut juste pas tomber dans ce panneau-là, faire attention à ça. Oui, il y a des histoires comme ça, je suis d'accord, mais en général, je pense qu'on est un peuple qui accueille très bien. Puis il faut continuer de le faire parce que, comme David disait, je pense que c'est un ensemble de sociétés. Il faut les accueillir, les aider là-dedans, à s'intégrer avec nous autres. Mais nous autres aussi, il faut s'intégrer et à être prêts à apprendre à connaître un peu leurs mœurs puis leur façon de fonctionner, etc. En général, je pense qu'en bout de ligne, on veut tous dire la même chose. Là. Ouais. Fait que je laisse la parole. Puis moi aussi, je t'avais d'exciter. Bon, ouais, mais je pense qu'on avait arrivé à la fin. Marina? Ton micro? Ah, excusez les gars, je dois m'en aller. Là. Je suis encore à job, puis je dois donner le dernier gaz. Là. Il faut que je finisse mon shift. Il n'y a pas de mais c'était excellent de vous écouter. Pour vrai, j'ai beaucoup appris de la discussion, puis je vais être là lundi aussi pour écouter la continuité. Là. Fait que je vous souhaite bonne soirée. Là. OK. Et j'aime pas, Marina, tu as droit de parole là. Aussi. Là. Oui. Allô? Excusez. Oui. J'ai pas super bonne connexion ici à la job, là, mais écoutez, merci beaucoup. Puis c'est ça. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Là. Merci à toi. Fait que, est-ce que ça fait le tour? Je pense que oui, là.
Je crois que oui. Oui. Fait que les boys, bonsoir. Puis la semaine prochaine, on fait la conclusion des États généraux ensemble. Fait que, puis après ça, ça va être la rédaction du rapport envoyé aux rechercheurs des centrales syndicales. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis je vous aime beaucoup. Il va falloir se réunir pour une bonne bière un moment donné, là, faire mi-chemin c'est ça, tout le monde. C'était en plein ce que j'allais te dire, mon beau Eric. Oublie pas mon défi. Il faut que tu organises un petit 5 à 7 pour tout le monde. Là, c'est moi qui est le plus loin là-dedans. Là. Toi, tu es à Québec, David, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais si tout le monde est proche de Montréal, moi, je vais faire mon bout aussi. Mais... Ouais, on peut tous se rejoindre à Trois-Rivières aussi. C'était un beau coin, Trois-Rivières. Oui, ça peut être ça. Ça peut être ça. Je veux pas, en tout cas, moi, j'ai pas de. C'est cela. Fait que les gars, sur ce, bonne soirée. Bonne soirée, attention à vous, soyez prudents. Prochain à 19h. Oui. Bye bye tout le monde. Bye. Salut.